juste vous expliquer, l'intervenante a le Covid. Elle devait faire 3 interventions, une hier et 2 aujourd'hui. À l'instant même, elle devait en faire une, donc j'ai passé une vidéo. Et maintenant, avec vous, donc elle est là. Donc je vais la présenter. Voilà, donc Lucille qui n'est pas là. Donc je me présente. Christophe Barrel, ADEME. ADEME avec la région, on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique, la décarbonation dans l'entreprise. On a voulu vous présenter une structure qui s'appelle Alliance Alice et un sujet technique, la chaleur fatale effectivement récupérée sur les hautes températures dans l'industrie. J'ai déjà commencé. Est-ce qu'on voit là? Non, j'ai pas le, c'est pas projeté. C'est dommage parce que ça me limitera. On est bon, voilà. Donc, je vous présente Lucille Palais, qui est coordinatrice des études au niveau d'Alliance Alice. Alliance Alice est une entreprise qui réunit des industriels qui collaborent ensemble financièrement à des études collectives. Donc là, un nombre intéressant d'entreprises industrielles se sont cotisées pour réduire une étude et se donner entre guillemets l'opportunité d'avoir une étude sur le sujet. Alliance Alice est soutenue par l'ADEME nationale pour faire certaines études publiques. Et donc cette étude a été en l'occurrence cofinancée par l'ADEME et donc vous est rendue publique et donc disponible aujourd'hui. Lucille, donc l'entreprise d'Alliance Alice est plutôt un regroupement de centres techniques. Pour certains, je ne sais pas si vous connaissez le CETIAT, le CETIM ou le CTPA, qui sont les centres techniques de la métallurgie, des industries aéroliques ou de l'agroalimentaire, ont mis en place ces structures pour justement apporter une réponse aux industriels qui souhaitaient lancer des études. Voilà. En moyenne générale, ils font 3-4 études par an et de par leur création depuis 2018, ils ont 20 études. Celle-ci est une des dernières qui est à disposition sur leur site alliancealice.fr ou alliancealice.com, je ne sais plus. En tout cas, vous retrouverez effectivement, à mon avis c'est .com, alliance-alice.com, vous retrouverez sur le site d'Alliance Alice cette étude-là, dont je vais passer la vidéo tout de suite. Je n'en ai pas pris connaissance, désolé, vu qu'elle devait être là, Lucille. Elle va bien, hein. On l'a eu, si vous étiez en conférence ce matin, à la conférence décarbonation, elle était chez elle, elle toussait un peu, mais ça va. Voilà, donc sujet intéressant, technique. J'imagine, au vu du timing, je vois c'est marqué 28 minutes. Donc il y a 28 minutes d'enregistrement, donc je vais passer. Et s'il y a des questions après, j'essaierai de les prendre avec mon collègue ici, Fond Chaleur de l'ADEME. En tout cas, voilà, vous êtes parti pour 28 minutes de vidéo. J'espère que le son va être bon. Ça va le faire. Il n'y a pas de son. Le périphérique de sortie. Voilà. Cliquez. Je crois qu'il doit prendre l'HDMI en sortie en fait, dans le son. Ouais, c'est ça. Hop. Nickel. L'objectif de cette alliance, c'est finalement de faire référent technique et scientifique, chez l'Alliance Alice. Alors, l'Alliance Alice, déjà, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques mots sur cette alliance qui a pour objectif de fédérer et d'innover pour la décarbonation de l'industrie. L'objectif de cette alliance, c'est finalement de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, des laboratoires de recherche aux fournisseurs de solutions, aux bureaux d'études jusqu'à l'industriel exploitant, autour de projets innovants, collaboratifs pour la décarbonation de l'industrie. Vraiment, notre objectif, ça va être de soutenir le développement d'une offre de solutions de décarbonation performantes et différenciantes en France et à l'international, et puis de soutenir les industriels finalement dans l'accélération de la décarbonation. Concernant notre domaine d'intervention, alors qu'est-ce qu'on entend finalement par décarbonation de l'industrie? On a identifié un certain nombre de leviers. Le premier levier étant l'efficacité énergétique à toutes les échelles. L'efficacité énergétique, pourquoi? Parce que le premier levier, finalement, c'est de moins consommer d'énergie, de consommer mieux, et donc de faire l'optimisation finalement de son site industriel. Alors, ça peut être à l'échelle de la technologie, ou à l'échelle du site industriel, avec des problématiques de flexibilité, stockage, de récupération de chaleur, donc justement cette intervention, et puis jusqu'aussi dans son territoire, avec des problématiques d'éco-parc industriel, de synergie finalement qu'on peut initier entre les différents sites industriels. Quand on va aller plus loin dans sa feuille de route de décarbonation, on va travailler sur son mix énergétique, et donc là, on va pouvoir s'appuyer sur les gaz décarbonés, l'électrification, la chaleur renouvelable de récupération. Et puis enfin, pour finaliser et finir
sa décarbonation complète, si je puis dire, on peut s'appuyer sur des technologies de captage et de valorisation de CO2. Et ça, c'est valable voilà, pour tous les sites industriels en France. Et donc, bien sûr, tout ça s'appuie sur des problématiques d'économie circulaire qui sont plus sectorielles. On va parler de problématiques d'efficacité matière, qui est un vrai enjeu pour la décarbonation de l'industrie. Et puis des leviers donc de la transition numérique, qui voilà, sont des outils qui vont permettre de mettre en œuvre ces différentes solutions. Et ça, je pense que vous avez pu le voir lors de ce salon avec focus un peu sur le numérique. Et puis, les problématiques de modèle économique et de financement, hein, qui restent quand même le nerf de la guerre quand on veut pouvoir financer ces projets finalement pour la décarbonation de l'industrie. Concernant nos activités, l'idée c'est qu'en fait nos adhérents cotisent dans un pot commun qui nous permet d'initier des travaux collectifs sur ces différents sujets. L'objectif étant que finalement sur cette base commune de connaissances, on puisse initier du projet collaboratif. Et puis on a toute une partie animation de la communauté et valorisation de nos activités, qui fait par exemple l'objet de mon intervention aujourd'hui. Alors, concrètement, parmi ces travaux collectifs, donc il y a eu une étude sur la récupération de chaleur à très haute température. L'objectif de cette étude était vraiment de promouvoir les technologies disponibles déjà, identifier finalement les problématiques techniques spécifiques pour la récupération de chaleur à très haute température, et puis de lever les freins existants auprès des industriels. Sur la méthodologie qui a été employée, hein, il y a une partie finalement qui essaie de faire un point sur les enjeux énergétiques, de quoi on parle, et puis une partie 2 qui va ensuite recenser les technologies de valorisation, et puis une partie 3 qui va vraiment faire un focus sur l'intégration sur le site industriel, notamment quelles sont les conditions de mise en œuvre, qui est le dernier point hein, pour mettre en place ces solutions de récupération finalement sur ce site. Alors, concrètement, de quoi on parle et de quels chiffres on parle et quel rôle a joué l'industrie. Il faut savoir qu'en France, l'industrie, ça représente 18% des émissions de CO2 équivalent et 23% de la consommation énergétique finale. Alors, quand on sait que justement on a des objectifs de décarbonation sur l'industrie française d'ici 2050 à voilà 15 millions de tonnes de CO2 équivalent, c'est-à-dire qu'on va devoir effectuer une réduction de 80% de nos émissions. C'est énorme. Et puis, donc, finalement, pourquoi le secteur de l'industrie? Parce qu'on voit que sur le mix énergétique final de l'industrie, on a encore des solutions très carbonées, notamment avec les gaz et tout ce qui est produits pétroliers, charbon, qui vont impacter finalement voilà, les émissions de CO2 de ce secteur. Et puis, concrètement, de quoi on va parler dans cette étude? On parle des 240 TWh de procédés thermiques industriels pour lesquels il va falloir mettre en place une solution de transition. Alors, concrètement, pourquoi est-ce qu'on voulait traiter ce sujet de la récupération de haute température? Il faut savoir que la récupération de chaleur est notamment liée à la chaleur fatale. Ça va être un enjeu majeur de décarbonation de l'industrie. Pourquoi? Parce que la chaleur fatale dans l'industrie, c'est 109,5 TWh. Ça, c'est l'étude de l'ADEME sur la chaleur fatale de 2017 qui met en avant ces chiffres. C'est extrêmement important, ça paraît quand même être un investissement énorme dans lequel on a voilà, à la fois des fumées de chaudière, des buts de séchoir, des problématiques de remplacement, et à tous les niveaux de température. Concrètement, sur les très hautes températures, donc là, on se place au-dessus de 200 degrés, ça correspond à 27 TWh. C'est encore énorme et il faut initier à tout prix des choses pour récupérer cette énergie qui va être en plus à haute valeur ajoutée parce que supérieure à 200 degrés. Donc, pour laquelle, a priori, en termes de temps de retour sur investissement, on va avoir un intérêt quand même plus grand à aller récupérer cette source d'énergie. Alors concrètement sur les secteurs, on s'adresse aux matériaux, à la métallurgie, à la chimie principalement. La chaleur fatale de ces différents effluents, on est sur des effluents gazeux, donc des fumées, voire sur des échauffements de produits. Et puis donc il va être issu des différents fours. On parle de fours de coquifaction et de raffinage, secteur,
En chimie, voilà, de nouveau, sur 1200 degrés, on a plus de 5 TWh qui sont concernés. Donc, on a un gisement qui est réellement fort et qui concerne principalement les fluides de fou. Alors, quelles sont les technologies de valorisation de cette chaleur fatale? Alors, il faut savoir que l'ADEME, pareil, dans son rapport sur la chaleur fatale, a identifié quelles seraient les technologies et quelles sont finalement les solutions pour valoriser cette chaleur. Alors, il y a tout d'abord des solutions d'utilisation directe, qui sont en général, même en temps de retour sur investissement, les plus pertinentes, avec donc l'utilisation de la chaleur pour la chaleur, donc avec, en mettant en place un échauffement thermique directement, pour lequel on peut faire soit l'intégration énergétique, soit de l'autorécupération sur l'équipement, et qui permet notamment de faire des préchauffages d'air, d'eau, de matière, notamment dans les équipements directement. Ensuite, il y a toute une partie voilà, remontée thermique, remontée de niveau thermique, mais ça va pas vraiment nous concerner dans cette étude, hein, parce qu'on est déjà au-dessus de 200 degrés. Et puis, il y a tout ce qui concerne le changement de vecteur énergétique. C'est-à-dire, quand on n'a pas de besoin thermique sur le site industriel directement, quand on ne va pas avoir besoin de cette chaleur à haute valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut en faire pour la valoriser et la récupérer? On peut passer par la production de froid, hein, et il y a un intérêt si justement sur certains secteurs il y a cet enjeu de pluie de froid en face de ce gisement de chaleur. Il faut aller vers ce type de récupération. On peut aller ensuite vers la production d'électricité, typiquement justement par des technologies de type cycle thermodynamique, ou production d'électricité ou production d'énergie mécanique, pour pouvoir réutiliser finalement cette chaleur. Alors, sur les technologies de valorisation, on est sur 3 grandes familles. Une source de chaleur qui va via un vecteur énergétique, qui s'appelle la vapeur de l'eau chaude, de basse pression, de pression de l'huile, de l'air, vers le puits de chaleur. La source de chaleur qui va aller vers justement le puits froid et négatif via une valorisation secondaire de chaleur, hein, qui va permettre justement d'adresser cette transformation du vecteur énergétique en froid, ou alors justement une source de chaleur qui va aller vers un mouvement mécanique et donc permettre de fournir de l'électricité, de l'air comprimé ou d'alimenter une machine. Il y a toujours, et ça il faut l'avoir en tête, une valorisation secondaire qui est souvent possible. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 27 TWh qu'on a identifiés sur les fours, il y a en général une possibilité d'avoir une première récupération en valorisation interne. Donc finalement d'optimiser son four en récupérant déjà dans un premier temps l'énergie directement, soit en préchauffe, soit en alimentation de chaud. Et puis après, ensuite faire une récupération sur un vecteur énergétique un peu moins qualitatif, mais vers une valorisation extrême. Sur les technologies, on s'adresse finalement à quel type de température? Donc on voit que sur ce premier schéma à gauche, avec les technologies de récupération, donc sur la température des effluents et la température des fuites, hein, donc l'adéquation qu'il peut y avoir, on va s'adresser sur des températures d'effluents à 200 degrés, hein, au-dessus de 200 degrés. L'ensemble des technologies peuvent pratiquement répondre aux besoins. Et donc là, on a vraiment soit des machines à sorption pour le froid, soit des échangeurs laveurs, justement, pour dans l'eau chaude, ou alors directement des échangeurs de chaleur pour fournir de la vapeur ou un fluide chaud, ou encore de l'air chaud. Enfin, pour les usages mécaniques, pour la conversion d'électricité ou en air comprimé, on s'adresse plutôt à des températures au-dessus de 100 degrés pour l'électricité, au-dessus de 400 degrés pour l'air comprimé, puis dans la hauteur, on est toujours au-dessus de 200 degrés. Concrètement, sur les rendements mécaniques, sur justement toutes ces machines thermodynamiques, donc il y en a plusieurs sortes, hein, il y a justement des cycles de Rankine organique, justement les ORC, enfin, les Organic Rankine Cycle, dont vous avez pu entendre parler potentiellement, qui sont des technologies, cette fois-ci, qui vont avoir des rendements d'autant plus élevés qu'on a une température d'effluent élevée. Et donc des rendements qui peuvent aller jusqu'à voilà, de l'ordre de 30% sur des fumées autour de 300 degrés.
Euh, L'ensemble des technologies a été investigué en profondeur dans cette étude. Je ne vais pas vous commenter complètement tout ce tableau. Enfin, simplement un point pour dire que voilà, toutes ces technologies ont été investiguées dans ce rapport à destination de nos adhérents, que ce soit justement avec des machines frigorifiques, avec différentes technologies de moteurs puissants, turbines à vapeur, production de vapeur, production d'eau basse température, pour l'énergie thermique produite, pour l'énergie mécanique, euh, et avec notamment des points sur quels sont les rendements, sur à quelle gamme de puissance on se destine, et puis est-ce qu'il y a un usage secondaire qui est possible. Dans les technologies de valorisation, il y a beaucoup de solutions techniques qui existent aujourd'hui, un marché vraiment florissant sur le sujet, en termes d'innovation sur ces problématiques. Alors voilà, là c'est vraiment un exemple de certaines solutions, mais on peut citer Alanquet sur transformation en électricité ou en comprimé, Ematec, etc. C'est un certain nombre de solutions innovantes qui traitent ce sujet. On a des solutions de transformation thermique, on a des solutions de récupération directe, mais aussi des solutions de stockage, hein, comme Totem Ceram, qui fait un stockage de très haute température de ces fumées de four. Là, on va avoir vraiment un usage si on a un besoin qui est décorrélé de la temporalité de l'effluent. Enfin, c'est extrêmement intéressant pour adresser les procédés euh, qui sont en batch, enfin, qui sont discontinus. Et puis des solutions de transformation de froid, notamment des solutions absorption ou absorption, avec les solutions comme Convective, Water Reason, donc sur l'intégration industrielle, une fois qu'on a identifié finalement toutes ces solutions, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre l'intégration sur le site industriel? On a réalisé dans cette étude, qui a été notamment réalisée par le CETIAT, le centre thermique, le centre technique et en liquide thermique, donc un spécialiste sur le sujet. On a réalisé 6 fiches technologiques de récupération de chaleur, dans laquelle, systématiquement, on identifie quelle est la part du captage, évidemment, de cette source d'effluents gazeux canalisés, la part de la partie de transformation, notamment la mise en place de la technologie de valorisation, et puis la part de la distribution, et donc de l'usage, finalement, qui peut être interne, externe, ou en récupération. Sur ces 6 fiches, on voit un peu l'ensemble des technologies que je vous ai présentées précédemment, hein, donc que ce soit du froid, transformation mécanique ou de chaud. Et puis une fiche également sur des brûleurs récupérateurs. À titre d'exemple, pour une fiche, par exemple, la fiche de récupération de chaleur pour production de froid, donc on a un petit schéma où finalement un effluent gazeux supérieur à 200 degrés, sur lequel on va mettre en place un échangeur de chaleur en gaz liquide, qui va permettre de récupérer l'énergie, de l'envoyer dans une machine frigorifique absorption, machine frigorifique absorption et qui va a priori faire plutôt du froid positif, et qui va être un premier pas de récupération de cette énergie. Et ensuite, on va pouvoir mettre derrière une machine frigorifique à pression, sachant que pour atteindre le niveau de froid nécessaire forcément sur le site industriel. Donc, on voit que déjà, cette récupération de chaleur peut avoir un intérêt réel pour diminuer déjà la consommation de la machine frigorifique à compression, la réutilisation de cette fumée de chaleur fatale, et puis en plus, un rejet d'eau qui, sur la machine frigorifique, qui peut être aux alentours de 20-40 degrés, donc une réintégration potentiellement dans la boucle d'eau du site industriel. Sur cette configuration, il faut savoir qu'on a des solutions technologiques qui sont très matures. En plus, on peut mettre en place des transports énergétiques sur de longues distances. Et puis, en général, il y a
assez bonne concomitance entre justement les sources et les besoins sur certains secteurs industriels. Notamment, je pense à celui de la Chine. Par contre, sur les freins, il y a quand même des contraintes d'implantation qui sont présentes, et puis une stabilité à vérifier quand même sur la source de chaleur. Concernant la répartition relative du CAPEX, on a environ 30% qui est lié vraiment à la solution de captage, 50% sur la machine frigorifique, et une vingtaine de pourcents pour la partie distribution. Alors, sur les solutions de captage, alors voilà, il y a 5 autres fiches qui ont été réalisées sur le sujet. Sur la solution de captage, euh, la température de l'effluent au niveau où le captage est réalisable est extrêmement important. De la même façon, la température de consigne du procédé, le mode de captage et la présence d'un prise d'air secondaire, de l'effluent, pour des problématiques techniques sur lesquelles il va falloir vraiment être vigilant. Et concernant le coût du projet et la faisabilité technique, il y a vraiment systématiquement la nécessité d'une tenue en pression du procédé, qui va être un enjeu vraiment à vérifier. Identification de la nature de l'effluent au préalable, avec notamment vérification aussi, il y a des poussières dans l'effluent et donc ça va impacter le dimensionnement de l'échangeur. Est-ce que les fumées sont un caractère corrosif, qui va quand même impacter fortement la faisabilité technique du projet. Et puis, la continuité de fonctionnement de la source de chaleur ou pas, et ainsi que, et puis, la sécurisation des installations va être aussi un enjeu, et donc il faut mettre en place des bypass et des dissipateurs de chaleur potentiellement sur le projet. Donc, concernant cette problématique voilà, de captage, il y a plusieurs solutions qui existent, hein, et notamment qui sont liées à la grande disparité et variabilité du gisement, hein, des fours. On peut avoir simplement un four sur lequel on peut mettre en place cette solution l'échangeur. Si on a plusieurs fours, on peut faire en sorte de relier voilà, l'ensemble de ce vecteur énergétique et notamment relier les fours un peu entre eux pour pouvoir avoir un seul effluent. Sur des fours sur lesquels on va avoir une entrée d'air, il faut savoir si l'échangeur mis en place et après cette dilution, ça va être quand même une récupération sur des fleurs moins qualitatifs, donc il faut faire attention à ça pour la rentabilité du projet. Donc sur l'ensemble des fiches qui ont été explorées, on a pu mettre en avant dans quelle mesure c'est la solution de captage qui est le point principal de CAPEX, quand est-ce que c'est plutôt la partie transformation et quand est-ce qu'on est plutôt sur la partie distribution secondaire. Et donc avec des chiffres voilà, qui sont les suivants. Il faut avoir quand même ça en tête si on veut mettre en place une solution de récupération de chaleur froide. Alors oui, il y a un intérêt, c'est extrêmement important de participer à ça pour réduire sa consommation énergétique et vraiment valoriser cette chaleur qui est perdue. Par contre, pour mener le projet, il faut vraiment avoir conscience de tous ces points, notamment dans le financement du CAPEX du projet. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur de nombreux financements actuellement, donc que ce soit dans les projets France Relance, le Fonds Chaleur, les T2E, voilà, toutes sortes de solutions qui vont permettre de débloquer ce frein lié notamment au CAPEX. Voilà, pour les différentes solutions. Sur la production de frein, on va quand même toujours nécessiter justement des investissements assez importants. Sur la transformation mécanique, alors on a des bonnes performances dans l'efficacité énergétique. Par contre, on a dit que la décarbonation est quand même plus discutable parce que c'est un remplacement d'une électricité qui est très peu carbone en France. Concernant la production thermique en eau chaude, les performances de décarbonation peuvent être modestes si le positif finalement compense une chaufferie biomasse, hein, on revient aux problématiques de décarbonation. Et pour la production thermique de vapeur,
On va voir la nécessité de la présence déjà existante d'un réseau de vapeur, bien sûr, pour pouvoir mettre en place ces solutions. La problématique d'autorécupération, c'est fait en réchauffage d'air carburant. Le CAPEX peut être assez conséquent, notamment en rapport avec la présence de conduits hydrauliques assez volumineux. Et puis sur des brûleurs récupérateurs, on peut avoir la nécessité quand même de mettre en place un rétrofit assez important sur le procédé, voire même un remplacement de celui-ci, donc là on est sur des investissements. Conclusion et perspective de cette intervention. Alors, je reviens finalement sur le gisement, qui est conséquent. Ça, sur des effluents supérieurs à 200 degrés, donc à très haute valeur ajoutée, on a un gisement de 27 TWh qui est aujourd'hui perdu. C'est un charme fatal. En particulier sur les effluents gazeux et les fours industriels, on est sur 17 TWh. Donc, il y a vraiment un enjeu vraiment important à s'adresser à celui-ci, si on veut pouvoir décarboner notre industrie. Ces effluents très haute température sont sur des procédés thermiques en plus qui fonctionnent en général avec des combustibles carbonés. Donc, tout l'enjeu supplémentaire de s'adresser et de diminuer l'impact carbone de ces procédés. Et puis, il faut, bien sûr, le premier pas, ça dont je l'ai dit au début de la présentation, mais je reviens là-dessus, il faut s'assurer de l'optimisation de l'efficacité énergétique du procédé thermique. Ça, notamment, donc il y a des solutions à mettre en place. Hein. La maintenance préventive, notamment, peut aider à améliorer l'état d'entretien de l'équipement et faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement performant. Et puis, il y a également des fiches C2E qui permettent de mettre en place des brûleurs récupérateurs, par exemple, donc solutions de financement facilité pour mettre en place ces nouvelles technologies. Les solutions technologiques de récupération en plus matures, que ce soit la récupération thermique, de froid ou mécanique. Le calcul CAPEX de l'installation du système de récupération va comprendre le captage, la transformation et la distribution, peuvent avoir en fonction du besoin exprimé un point un peu différent. Et puis, un point sur lequel je reviens, il faut vraiment faire attention à l'influence du dispositif de captage sur le procédé. C'est un poste important de CAPEX, donc on bien ça en compte dans l'étude menée. Pour l'OPEX, donc les coûts opératoires, là, ça peut être significatif seulement si l'influence est en croissant. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Au final, la récupération de chaleur très haute température, c'est un bon axe de décarbonation. Donc, vraiment, il est essentiel de s'adresser à ce gisement. Attention, par contre, on n'a pas vraiment de CO2 évité si on vient compenser une source d'énergie. Ça, c'est le cas pour typiquement la transformation en électricité, de chaleur en électricité. Aujourd'hui, on a un mix électrique relativement très décarboné en France. Ça vaut de la même façon si on utilise la chaleur directement en compensation d'une chaudière biomasse, par exemple, et donc ça aura forcément moins d'intérêt d'un point de vue purement carbone. Concernant les perspectives mises en avant par cette étude, il faut trouver le moyen de faciliter l'émergence de ces projets en récupération, notamment auprès des PME. C'est un enjeu important, parce qu'une fois qu'il y a un gisement, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de initier plus de projets chez eux et notamment pouvoir améliorer l'élaboration des cahiers des charges industriels pour les nouveaux investissements. Ne pas hésiter à penser à la double récupération pour les différents modes que j'ai pu exposer, parce que ben voilà, ils sont complémentaires et ça permet de diminuer finalement, enfin, d'augmenter, de diminuer le temps de retour sur investissement de la solution. Et enfin, ne pas oublier potentiellement de favoriser la distribution de chaleur entre industriels, notamment par la mise en place des écoparcs ou envers directement la collectivité, en s'inscrivant sur des réseaux de chaleur. Et puis,
la hausse actuelle du coût des énergies, je pense que c'est un vecteur de développement fort, parce que les industriels vont devoir se tourner vers cette solution, mais c'est rassurant de savoir qu'elles sont matures et qu'il y a des solutions de financement qui sont là pour aider les industriels à sauter le pas. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse encore d'être à distance et je ne pourrai pas répondre à vos questions. Par contre, vous pouvez me contacter directement sur le site de l'Alliance Alice, retrouver les synthèses techniques des différentes études qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, on a 23 sujets investigués pour lesquels on a des synthèses techniques d'une 2 pages. Synthèse exécutive assez courte. Et 2 études, notamment le potentiel d'électrification des procédés industriels et le potentiel d'intégration des gaz décarbonés dans l'industrie, pour lesquels on a des synthèses publiques qui sont quand même plus conséquentes. Donc je vous invite bien sûr à retrouver ces travaux sur notre site internet. Je vous remercie encore de votre attention. Je m'excuse de la présentation à distance et je vous souhaite encore une bonne fin de salon et en espérant me contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci. Donc elle vous remercie. Par SMS, je les remercie à l'instant pour son courage et son sourire sur ce sujet technique. Ce matin, elle était moins amochée. Là, on a pu voir qu'elle a quand même pris du courage pour arriver. Donc je la remercie. Voilà. Je mettrai en ligne sur le site du salon le PowerPoint. La vidéo, je pense, apportera un peu plus. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Il y a quelques bureaux d'études dans la salle et mes collègues aussi de l'ADEME sur ce sujet, effectivement, de la chaleur haute température et des opportunités techniques. Comme vous l'avez compris, effectivement, Alliance Alice adresse bien un public de scientifiques techniques. Voilà, donc des questions, voilà, si je m'excuserai si j'arrive pas à y répondre, c'est logique, chacun son travail. Auriez-vous une question? Je me lève pour passer le micro. Et s'il y a un micro de la salle qui se balade, c'est pas plus mal. Il reste 8 minutes si on respecte le temps légal. Bonjour, Jonathan Leglav, Eras. Petite question, on dit que l'évolution du coût des énergies va être à même de favoriser la mise en place de solutions telles que celles qui ont été évoquées. Alors, sur les machines à sorption, je dirais oui, puisque effectivement, ça consomme in fine peu d'électricité. Par contre, moi, j'ai des vraies questions de la part de clients potentiels qui me disent, ok, vous voulez mettre en place des solutions de pompe à chaleur au sein de nos process industriels, oui, sauf que quid de l'évolution des coûts de l'électricité? Et ça, personne n'a la réponse là-dessus. Donc à un moment donné, comment convaincre de basculer sur des technos comme ça dans le contexte actuel? Oui. Alors, j'ai pas la réponse non plus. Je pense les contrats sont en négociation actuellement chez certains industriels. D'autres, c'est 2023 où les hausses sont annoncées. C'est sûr que les perspectives annoncées d'hausse, qui seront donc stables dans le temps, parce que les contrats sont signés pour plusieurs années, demanderont à calculer le temps de retour. Et malheureusement, les aides publiques ne sont pas calculées avec sont calculées avec un temps de retour de l'énergie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, pourrait donc freiner et donc ne pas déposer des projets. Alors, si tant est que le temps de retour n'est pas atteint. Je dirais même pour certaines aides, c'est calculé sur les 2 années qui ont précédé, oui. Il me semble. Alors, ce qui, dans le contexte actuel... Côté ADEME, on est sur un temps de retour à l'instant T et on prendrait en compte le coût d'électricité actuel. Ceci étant, qui dit coût d'énergie actuel dit aussi CAPEX et aussi donc devis aussi à la hausse. Et la conjoncture actuelle, j'ai mon collègue qui traite ce dossier, n'est pas bonne parce que tout augmente et la visibilité est moins certaine là-dessus. Donc moi, je n'ai pas de réponse en tant qu'ADEME sur comment faire, si ce n'est de mesurer, de calculer, d'étudier et en fonction des financiers qui vous entourent, que ce soit les banques ou soit l'industriel, de voir quelle opportunité court et moyen terme elle veut initier. Voilà, nous, on n'a pas de boule de cristal et on attend encore beaucoup de l'État, comme vous et nous, des réponses qu'on n'a pas. Donc je ne ferai pas le porte-parole de réponses que je n'ai pas. Voilà, sur les sujets qu'on a, entre guillemets, à porter côté ADEME, avec la région, bien sûr. Donc la région, sur son aide 2023, plafonnera toujours son aide à 200 000 € d'aide. Et elle la calcule aussi avec un temps de retour. Donc un calcul économique qui intègre forcément les coûts de fonctionnement et d'investissement. Voilà, donc 200 000 €, comme c'est en 2022-2023, pour certains projets, n'est pas suffisant pour être déclencheur. Il reste toujours les certificats d'économie-énergie sur les fiches standards.
où là, techniquement, la fiche, elle est simple à lire, mais évidemment, le calcul économique est le même. C'est si le coût d'investissement augmente et de fonctionnement, le calcul économique, on le fait vite, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Oui, compliqué aujourd'hui d'envisager. La seule évolution qu'on voit, c'est par rapport à, je dirais pas à la taxe carbone, mais au marché carbone, où les quotas CO2 attribués sur des grandes entreprises pourraient être des effets de levier, parce que quelque part, ils ont encore l'opportunité de décarboner et peut-être d'avoir une ressource financière supplémentaire, si tant est qu'ils n'ont pas commencé déjà à y réfléchir. Mon collègue apporte un complément. Monsieur Edmond. Cédric Edmond, voilà, je suis ingénieur à la DAM Décarbonation. Pour aller dans le sens de Christophe, bon, ça dépend des entreprises que vous suivez, mais celles qui sont soumises aux quotas, on prévoit une diminution des quotas dans les 4 années à venir, ou à partir, je dirais, de 2026. Et donc, même si le prix des énergies est toujours élevé, ça reste incitatif au niveau du prix des C2E, enfin, pardon, du prix du CO2. Si les quotas diminuent, ils vont devoir payer plus de taxes sur le carbone. Donc c'est peut-être aussi un argument qui n'est pas tangible actuellement, mais on voit que le prix du CO2 augmente, on sait que les quotas vont diminuer. Voilà. C'est peut-être ça aussi qu'il faut essayer le message à faire passer, peut-être. Est-ce que vous avez une autre question ? Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 40, donc on respecte le planning, hein, qui reste 5 minutes pour nous voir en B2B ou discuter. Mais en tout cas, merci pour votre attention. Je remercierai de votre part, Lucille, et puis bonne continuation dans ce salon.